podcast, comment je pourrais bien te dire ça, est rendu possible grâce à la collaboration de partenaires qui nous font confiance. Coffrage 4 saisons, les leaders du béton depuis 1973. Artistes en résidence pour des boissons qui goûtent le ciel. Génique Group, le spécialiste des camions nacelles et passerelles depuis 1984. Le groupe L'éveillé Nissan, de l'engagement vers l'excellence. Et VP Racing Fuel, le leader mondial des essences de course. Bon podcast. Comment je pourrais bien te dire ça? Aujourd'hui, à Comment je pourrais bien te dire ça? Je reçois Denis Lecourt. Salut mon vieux chum! Hey, salut Steve, ça va? Ça va très très bien. Comment il va, Super! Comment il va, mon Denis? Comment il... Ben, ça va comme un jeune vieux. Un jeune vieux. Bon, un vieux qui redevient jeune, on dirait des fois. Ouais, tu dois te dire ton âge. Tu as quel âge, Denis? 69. mon ami. 69 ans. Oui, monsieur. Fait que là, dans le fond... Moi, je suis rendu là. Fait que dans le fond, s'il y a des jeunes qui t'écoutent aujourd'hui, les autres vont souvent se poser la question, c'est qui ce vieux-là? C'est qui ce bonhomme-là? C'est qui ce bonhomme-là? Moi, dans le fond, aujourd'hui, Denis, c'est pas compliqué. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'on connaisse. Je veux que les jeunes sachent c'est qui Denis Lecourt. Puis, parce que les plus vieux, on le sait un peu. Ben, j'espère qu'on a un peu de temps, là, parce que c'est long, là. C'est ça. On devrait être popé, mon Denis. Ouais, ça va. Ben, au départ, je vais partir, là, tu vas me lancer, tu vas m'envoyer sur une lancée, puis c'est sûr que j'ai été ici à 360 Ben Métro quelques années, mais longtemps avec la naissance d'RDS en 89. On a commencé à faire des émissions RDS. Après ça, devenu animateur RDS, des producteurs RDS. Ça a duré jusqu'en 2008. Mais là, juste avant que tu ailles là, parce que ça, c'est correct, c'est beau, là, ça paraît bien dans le CV. Là. Mais Ouais. moi, ce que je veux savoir, là, parce que c'est bien beau, là, pour arriver à RDS, à ces choses-là, tu as commencé à quelque part. Exact. Mais là, on va commencer à savoir, premièrement, de la piqûre de faire ce métier-là, là, ça commence. Ta première fois que tu as touché un micro de quoi quelque chose, ça a commencé comment, ça? Hey, tu vas trouver ça drôle. Première fois que j'ai pris un micro, c'est un club de danseuses. OK, ben... Oui, parce que je travaillais dans un club de danseuses en 80, à peu près 81. Puis à un moment donné, il fallait annoncer les danseuses leur tour, à chacun leur tour. Puis c'est comme ça que j'ai pris le goût de parler au micro. Puis j'avais une voix supposément radiophonique, donc il y a du monde qui m'encourageait. Puis parallèlement à ça, ben, je commençais déjà à être impliqué dans le monde des courses. Donc je me suis retrouvé par le fait même à relever du monde sur les pistes de course pour annoncer, puis ça a déboulé comme ça. Les courses, ça a commencé comment, ça, la piqûre de ça? Oh, mon Dieu. La famille, étais-tu dans les courses en partant? Ben, d'abord, il y a mon frère qui était journaliste. Pierre OK, à ce Lecourt. moment-là, Pierre Lecourt était... Il était journaliste au Journal de Montréal depuis début des années 70. Lui, il avait remplacé Jacques Desrosiers. Jacques Desrosiers avait décidé, lui, de partir vivre dans le bois, je ne sais pas quoi. Là. Aujourd'hui, c'est des nomades, qu'on appelle ça. Là. Puis Pierre avait eu le poste de chroniqueur de sport motorisé au Journal de Montréal. Fait que, il s'était mis à suivre les courses au Québec, puis un petit peu aux États-Unis. Puis par après, il est allé jusqu'en Formule 1, il est allé partout. Mais la piqûre a pris là vraiment. Mais là où l'élément déclencheur, c'est en 70 ou 71, là, je ne suis pas sûr de l'année, quand la piste de Sonner allait ouvert avec M. Gertin, qui est décédé maintenant. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle monsieur, parce que j'avais perdu le respect, mais ça, c'est une autre histoire. Je n'en parlerai pas. Puis à ce moment-là, il y avait Yvon Larrivé, qui était ami avec Pierre, qui restait à Repentigny. Tu sais, c'était une petite clique. Puis, il m'avait emmené aux courses un dimanche. À l'époque, c'était des Molson 300, Molson 400 qu'on présentait là-bas. Puis, mon idole, ben, c'est devenu Jean-Paul Cabana. Ouais, ils vont l'arriver, qui était un relationniste, puis ben chum avec Jean-Paul Cabana. Il m'en venait voir Jean-Paul Cabana. J'avais 14 ans, là, à cette époque-là. Là, je tombais en amour avec ça, là. Tu sais, Sonner sur le petit ovale. Ah, c'est le petit à cette époque-là. Oui, c'est le petit. C'est les plus belles courses que j'ai vues dans ma vie ont été là. Avec Jean-Paul Cabana. Par après, une couple d'années après, Tiny Lawn. Il y en a qui vont s'en souvenir. Là. Tiny Lawn, c'est le petit ovale là, qui chauffait à une main avec le bras en dehors pour que l'autre se tasse. Là. Il avait gagné, lui, à Daytona, Tiny Lawn. C'était pas n'importe qui. Là.
Fait que finalement, après ça, je suis tombé en amour avec les courses, là, puis ça a progressé au fil des ans. Fait que c'était tes premiers moments au micro là aussi? Non. Pas là. Ça, c'est c'était juste pour... J'avais 14 ans à cette époque-là. OK. Après ça, je suivais mon frère. Évidemment, on allait sur la terre battue. À l'époque, il y avait des courses à Sorel le vendredi soir, Ouais. Drummondville, puis à Saint-Grégoire. On faisait les 3 pistes de course. Puis entre ça, sur l'asphalte, Dans le fond, toi, tu suivais ton frère lui, Pierre. je le suivais pas, il me traînait. OK. Il me traînait, tu sais, dans ce temps-là. Puis en 1974, il y a eu le grand circuit d'or. À l'époque, c'est un circuit de stock car au Québec. C'était bien organisé, par exemple. Tu sais, avec les voitures officielles, c'est un Monte-Carlo 454 en 1974. Ça roulait en tabarouette. On montait à Mont-Carmel. À l'époque, il y avait une piste de course. Puis ça montait assez rapidement le dimanche là-bas. Mais j'ai commencé là. Puis après ça, il y a eu le phénomène de Denis Giroux aussi. Les plus vieux vont s'en rappeler. Là, mais Denis Giroux, il n'a pas gagné à Daytona. Il avait fini, si je me souviens bien, 2e à Daytona. On appelait ça le Permatex, la course aujourd'hui qui est la Xfinity le samedi. Ben, OK. Denis Giroux avait fini 2e parce qu'il avait comme perdu le contrôle à la sortie de la 4 à Daytona. Un petit peu, il était en tête. Donc, Denis Giroux a été ma 2e idole. Malheureusement, il y a eu un accident en 1974. C'était à Stafford Spring, au Connecticut, en modifié NASCAR. Puis, il n'est jamais revenu. Denis n'a jamais recouru après. Il est décédé, ça fait 7-8 ans maintenant. OK. Puis, tout ça, de fil en aiguille, j'allais aux courses partout où j'allais aux courses. Puis, là, l'élément déclencheur, en 79, moi, je restais à Québec à ce moment-là. Puis, j'ai travaillé. Ron Bracken, qui était propriétaire de la piste de course en Napierville, il a ouvert, c'était à l'époque du patin à roulettes. Puis, il avait ouvert pour faire compétition à la Roulattaque à l'époque. Il avait ouvert une aréna de patin à roulettes à Québec, à Sainte-Foy, ça s'appelait Disco Roule. Puis, il avait besoin d'un gérant. Voyez-les. Fait qu'il m'avait engagé comme gérant là-bas. J'avais 78, j'avais 21 ans, pas tout à fait 22 encore. Fait que j'étais gérant, ça fonctionnait, mon ami là-bas, c'était pas de bon sens. En tout cas, j'ai été là, puis après ça, Ron, il a revendu, puis tout ça. Puis là, je me suis revenu à Montréal. Puis en 79, on a décidé, parce que mon frère Pierre était encore journaliste, mais on avait une compagnie qu'on avait parti de promotion, on faisait la promotion des courses, puis on avait instauré un nouvel événement qui s'appelait le Défi Corvette. OK. À l'époque, en 79. D'où ton amour pour les corvettes? J'adore les corvettes depuis ce temps-là. Parce qu'on a commencé là à Napierville. Ça avait été un succès. On avait même fait la première page du Journal de Montréal. Pourquoi? Pas parce que Pierre était journaliste là, c'est parce qu'on avait des idées de grandeur un peu. Là. Pour faire la promotion de l'événement, on avait fait venir un funny car dans le stationnement de l'ancien Blue Bonnet. Dans le stationnement. Puis on avait fait décoller le funny car. On avait oublié que le gars qui conduisait le funny car était fou un peu. Il avait passé tout douette. Ah ouais? Oui. Il a passé tout douette, ça a ramassé dans le fossé, cul par-dessus tête. Juste sur le bord d'une usine où il y avait un paquet de monde qui était après dîner. Fait que là, maintenant, des journalistes, ça a fait la première page du journal. Fait que la promotion t'a parti. La plus belle promotion qu'on pouvait avoir. Tu sais. Fait que après ça, on avait déménagé l'événement à Saner en 80. Écoute, je me souviens, je ne veux pas te dire n'importe quoi, mais c'était au-delà de 400 corvettes qu'on avait rassemblées à cette époque-là. Les clubs corvettes, puis on était les premiers promoteurs. On donnait, c'était de l'accélération. On donnait 10 000 $ aux vainqueurs. C'était payant dans le temps? En 80. Ça fait longtemps de ça, mais tu sais, on avait 350, 375 compétiteurs. Fait que, puis ça, après ça, ça a parti comme ça. Là. Ça a déboulé dans bien des affaires. Fait que toi, dans le fond, t'as commencé à devenir un genre de promoteur avant d'être un animateur, Oui. avant d'être... On a commencé comme ça. Ah, ça fait comment la compagnie? T'as passé avec ton frère? C'était Promolec dans le temps. OK. Promolec. Après ça, là, je vais sauter une couple d'années, mais j'ai racheté cette compagnie-là, moi, en 86. Puis je l'ai faite Défi Corvette, qui était devenu Défi Accélération Molson. Je l'ai fait, puis après ça, je l'ai revendu, moi, à Aurel Colette. OK. J'ai été une année associé avec Aurel Colette, puis la deuxième année, je lui ai vendu. Je suis parti, j'ai fait d'autres choses. Puis là, tu as eu ta période de radio aussi, parce que tu as fait de la radio. En 93. On a surtout une grosse étape. Mais là, OK, j'ai je fait... pensais que tu avais commencé à faire de la radio Non. dans les années 80. Non, OK. parce qu'en 80, après l'événement de ça, il y avait, à l'époque, il y avait Autodrome Laval, Claude Aubin. Oui. Il cherchait un relationniste de presse avec Paul Delaurier. Fait qu'ils m'ont engagé, je travaillais à l'époque, je travaillais au Relais Chevrolet.
Fait que là, je faisais le relais Chevrolet, mon travail régulier. Puis, à la fin de semaine, j'allais aux courses à Riverside Speedway, qui est devenu Autodrome Laval. C'est moi qui faisais les communiqués de presse. Puis, à l'époque, on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Je faisais les communiqués de presse, puis 2 fois par semaine, j'allais livrer dans tous les médias les communiqués de presse directement dans les stations de radio, les journaux. Je faisais le tour de Montréal 2 fois par semaine pour aller faire ça. En plus de la job, évidemment. Puis entre ça, j'ai fait un petit stage au Journal de Montréal dans les statistiques dans la salle de presse. Puis c'est là, à un moment donné, que là, je me suis ramassé dans un bar. Après, j'ai multiplié, moi. Après ça, je me suis retrouvé dans un bar pour un club de danseuses. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai commencé à annoncer. T'allais prendre un verre? Moi, c'était... Tu sais, Repentigny, c'était un petit clan. C'était un petit peu comme Sorel. C'était un petit clan. Tout le monde se connaît. Puis là, le bar avait été fermé pendant plusieurs années. C'était une entreprise familiale. Puis là, ils ont décidé de réouvrir. Puis là, ça commençait à prendre forme. Puis les danseuses, c'était populaire. Les années 80, c'était très populaire. Fait que je suis allé voir, il s'appelait Jean-Jean-Harry. Je suis allé voir Jean-Jean-Harry, puis tout ça. Il dit là, ça te tenterait-tu, toi, d'être doorman? Il dit, je vais avoir besoin d'un doorman. Ben oui. Quand je commence? Tout de suite. Ça a commencé comme ça, j'étais là 8-9 ans. Fait que ça a été bien le fun, mais c'était tous des temps partiels partout. Tu sais, je cumulais les emplois un peu partout. Là, ouais, ça t'a permis de faire ton bagage d'expérience aussi à travers ça. Oui, bien, il y a des fois, c'est gênant parce que je parle à du monde, puis là, je sors une histoire, puis coudonc, tu n'as donc bien fait des affaires, tu sais, puis écris-nous un livre. Ben non, le livre serait ça d'épée, ça n'a pas de bon sens. Mais là, mettons, pour arriver au micro, parce que tu t'as animé, mettons, j'ai animé... mais suite à ça, après, là, pour t'investir, quasiment un métier, là. Je te dirais qu'à partir dans ces années-là, quand j'ai commencé, je faisais les relations de presse. Après ça, c'est comme ça que vraiment que ça a commencé aux courses. Parce que je faisais les relations. Écoute, dans le temps, l'Autodrome Laval, c'était le Doc Laplante. Les plus vieux vont s'en souvenir. Puis lui, il disait « Le mur! » Puis il y avait Robert Arcan qui était là aussi. Robert Arcan, il fait encore de la radio aujourd'hui à CNJ Radio, je pense que ça s'appelle. Puis Robert était là, puis Robert est parti, puis c'est là que j'ai commencé avec Jean-François Descaries. OK, oui. C'est là qu'on a commencé, puis il est arrivé aussi André Clermont. André Clermont, qui est encore à Énergie, c'est lui qui fait des voix commerciales à Énergie encore aujourd'hui. Fait que là, on a fait un trio, on alternait, puis après ça, Claude Domain avait acheté Saint-Eustache, donc j'avais de l'ouvrage. Là, j'ai commencé à demander un petit peu partout. Fait que là, je me suis mis à annoncer, puis là, je suis allé annoncer avec Brian Mulligan à Saner. Ouais. Puis là, pour le Grand National, puis tout ça, là, je commençais à tomber dans les grosses classes. Là. Puis après ça, Brian est parti. Il y a une année, à Saner, j'étais le seul animateur francophone, puis il y en avait 4 animateurs. C'était moi en français, puis il y en avait 3 autres en anglais. Fait que t'étais le seul... T'étais le seul francophone. Ça veut dire que je m'assoyais là, le vendredi matin sur le micro, puis je lâchais le dimanche soir. Ça n'arrêtait pas. Fait que des marathons de micro, t'as déjà connu ça? Exactement. Exactement. Fait que j'ai fait ça pour au fil des ans. Je t'ai demandé partout. J'ai annoncé partout au Québec, sur toutes les pistes, j'ai tout annoncé. Puis j'ai été à Granby aussi, l'autodrome Granby. Oui, il y a des gens qui ne le savent pas, mais tu as fait une couple d'années à Granby. À Granby, j'ai fait 5 ou 6 ans facile à Granby. Dans quelles années à peu près? À la fin des années 80. À la fin des années 80, OK. Oui, je te dirais 86 à 92, 93. C'est plus que 5, 7-8 ans, finalement. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas que tu étais... Parce que, tu sais, à Drummondville, on se rappelle à l'époque de Denis Duchesne. Oui. As-tu connu un peu Denis Duchesne? Très bien. À l'époque? Oui, bien, quand je te parlais qu'on voyageait, tu sais, Sorel, Drummond, Grégoire, Saint-Grégoire, c'était dans le temps de Denis. Puis Denis, moi, c'était devenu une idole. Puis j'étais assis, puis lui, il était le pied sur sa caisse de bière pour annoncer. J'ai vu ça. T'avais-tu une signature, toi, Denis, quand t'animais? T'avais-tu des fois... Tu sais, comme exemple, Denis Duchesne, il avait toujours... c'était à la fin des cours, je pense qu'il y avait toujours un genre de slogan. Toi, t'avais-tu un slogan? Je l'ai utilisé même ici. Oui. Moi, le slogan, c'était n'oubliez pas d'être prudent au retour à la maison. On aime mieux parler avec vous que parler de vous. Ça a été pas mal ça. Lui, il disait souvent aussi votre voiture, n'oubliez pas que votre voiture n'est pas une voiture de course ou une genre de chose comme ça qu'il disait. Je me souviens pas exactement, mais ça ressemblait à ça. Lui, c'était un gars que t'admirais beaucoup, ça, Denis Duchesne. Oui,
Denis, c'était un bon. C'est sûr qu'à l'époque, je veux dire, c'était devenu une idole. Je veux dire, il n'y a pas d'autre. Avec le temps, je m'apercevais qu'à un moment donné, il faisait le strict minimum. Là. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent, là, de ce que je me suis rendu compte là, sur les pistes de course. C'est parce qu'il y a des animateurs qui, avec le temps, ils ont commencé à se dire, ben quand même, j'annonce, le monde n'entend pas. C'est faux. Le monde entend tout le temps. Même si tu penses qu'il n'y a pas de son, puis je vais juste te dire comme ça, le monde entend tout le temps. Ouais. Ne serait-ce que le monde qui sont alentour de toi. C'est quoi, ça part de là. C'est quoi le défaut d'abord qui peut se passer? C'est que les animateurs... Tu perds le fil. Tu perds le fil. Si tu ne restes pas dans le continu, tu essaies de reprendre à un moment donné. Le cerveau, il est constitué d'une façon que si tu perds le fil en quelque part, il va y avoir une brisure. C'est pour ça que tu ne dois jamais arrêter quand dans le feu de l'action. Puis on se cachera pas, là, animer des courses, là, c'est un art. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Parce que comme tu dis, il faut décrire, ben, pas juste décrire la course, mais oui, tu décris la course, mais en même temps, il faut que tu restes concentré. Puis l'action est tellement rapide. Moi, j'ai essayé ça pour le fun une fois, là, puis j'ai arrêté ça tout de suite. Là, c'était pas fait pour moi. Là. Mais c'est un art. Pas n'importe qui peut faire ça. C'est un art. Il faut tout le temps que tu animes en fonction de ce que tu aimerais entendre par rapport à ce que tu vois. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner un exemple. On l'a fait ensemble. Du hockey. Oui. Ça, c'est un art. Le hockey, tu sais, je l'ai essayé. Moi, j'ai trouvé ça pénible, mais ça ne se peut même pas. C'est pénible. C'est pénible, oui, dans un sens, parce que moi, j'ai été confronté, que j'ai été parachuté, je vais te le dire. Ah, c'est parachuté. J'ai été parachuté, mais tu arrives là, puis tu ne connais pas un chrétien, tu n'es pas dans la ligne nationale, là, c'est à la ligne senior, je pense. Oui. Mais tu ne connais pas tu ne connais pas un nom, là. C'est le nom, il faut que tu les apprennes. Puis tout ça, c'est un art de mémoriser les noms de tous les joueurs sur l'Atlas. Puis anticiper aussi. Puis anticiper, puis ces choses-là. C'est une piste de course, tu as un petit peu plus de temps. Le hockey, c'est un sport de fraction de seconde. Là. C'est rapide, le hockey. Moi, je lève mon chapeau. Ceux qui sont capables de le faire, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Pierre-Route pour moi, puis après ça s'arrête là. Mais ça, c'est personnel. Mais c'est un art. Mais même les courses aussi, je pense que c'est un art. On n'a pas beaucoup qui on en a un petit peu, nous autres, qui font une très belle job. Mais c'est... Il y en a des bons, mais je vais dire quelque chose de plate. C'est que quand l'animateur pense qu'il est bon, t'es dans la merde. Il faut que c'est challenger un peu. Là. Faut qu'ils se challengent eux autres mêmes. C'est ça. Tu sais, moi, j'ai essayé d'expliquer à des annonceurs à un moment donné, travaille, mais pour annoncer, travaille des écouteurs, puis entends-toi quand tu annonces. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cru à ça. Explique-moi dans ce cas-là pourquoi à la radio, ils ont tout le temps des écouteurs. Oui. Oui, puis même honnêtement, le podcast qu'on fait là, c'est parce que on dit trop sur le côté plus esthétique à la caméra, mais j'aime bien mieux avec des écouteurs, justement. Parce que ton cerveau travaille assez rapidement pour corriger ce que tu veux dire. C'est niaiseux ce que je dis. Là. Ouais. Tu sais, il y a de quoi qui va te sortir, à un moment donné, tu vas penser, puis là, les mots vont défiler, puis tout ça. Mais si tu t'entends au fur et à mesure, ton cerveau va corriger ce que tu vas dire. C'est ça. Mais ça, c'est dur à expliquer. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, avec toutes ces époques-là? Qu'est-ce qui t'a amené aussi à... Comment ça a commencé, mettons, RDS motorisé, pour en arriver là? C'est quoi? Comment ça a commencé avec Autodrome Granby. OK. Parce qu'à l'époque, Autodrome Granby, qui était des visionnaires à l'époque, ils ont décidé que RDS est arrivé en 1989. Puis, il y avait une possibilité, grâce à des producteurs indépendants, de faire produire des émissions pour présenter des événements sportifs, dont la course automobile. Et à cette époque-là, il y avait un gars qui s'appelait France Corbeil, qui, lui, était déjà producteur de hockey. C'est lui qui produisait le hockey des Nordiques, puis qui était proche de RDS. Puis il avait fait le contact avec Granby, ces choses-là. Moi, j'annonçais à Granby, les autres voulaient avoir un animateur. En fait, c'était pas France. Il y avait un autre producteur qui était arrivé avant. Lui, il m'avait joint tôt, je n'avais pas aimé, je l'ai jamais pris. Là. Lui, il avait décidé qu'il faisait un show de télévision, mais au lieu d'engager l'animateur et de le payer, il avait juste miké mon micro, on va le dire comme ça. Là. Il avait mis un micro à côté de où ce que j'annonçais. Il avait pris ça et il a mis ça à RDS. OK. Ce qui est un non-sens. Là. Fait que lui, il avait sauvé un salaire en plus. Pas parce qu'on gagnait une fortune. Là. Oh, oui. Mais
Après ça, ça s'est amélioré. Jean-Paul Chartrand est arrivé dans le portrait. Jean-Paul Chartrand, senior. Il était là-dedans, lui, avec RDS. Avec RDS, avec lui, il est venu faire des courses. On a animé ensemble les courses à la télévision pour les courses de Granby. Ah, je savais pas. Avec Jean-Paul Chartrand. Dans les premières années, ça se faisait avec Jean-Paul. Parce que lui, on l'auto-associé à la boxe, tu sais. Non, mais en fait, la première fois que j'ai travaillé avec Jean-Paul, c'était à l'Autodrome Laval en 81. Ça s'appelait TVSQ à cette époque-là. Ça a été changé. Ça s'appelle Télémag aujourd'hui, ce qui était TVSQ. À Québec? Non, à Montréal. OK. Mais c'était TVSQ que ça s'appelait à l'époque. C'était sur le câble. Puis on avait fait les premières émissions avec Jean-Paul Chartrand, là, en 81. Fait que là, il est revenu en 89, on s'est retrouvés. Là, on a fait une coupe. C'est comme ça que j'ai commencé à faire plusieurs sortes d'émissions de sport motorisé entre 89 et 93, mettons. Puis la crédibilité là-dedans, faut-elle la chercher pareil? Oui, j'avais déjà une certaine crédibilité d'établi par rapport que j'annonçais sur des pistes de course un petit peu partout au Québec déjà. Sanair. Quand tu annonces le Grand National, Sanair... Oui, là, tu commences à être... Ça commence à donner de la crédibilité, mais j'ai jamais travaillé ou fonctionné là-dessus. J'ai tout le temps essayé d'en faire plus. Puis, je l'ai fait pas mal, mettons. Là, fait que c'est... Puis là, à RDS, fait que là, si je comprends bien, RDS, ton départ a été sur la terre battue. Oui. ou presque. C'est ça, exactement. Je ris parce qu'on s'est souvent écœuré, mais toi, oui. dans le sens de terre battue vis-à-vis on va continuer à s'écœurer. vis-à-vis les courses d'asphalte. Fait que je savais pas qu'à Denis, que les courses de terre battue t'avais mis au monde. C'est une façon de l'exprimer. À partir de là, après, là, l'idée de dire, OK, parce qu'à cette époque-là, à cette époque-là, ça brassait dans le sens que je travaillais où je travaillais. C'est parce qu'on a sauté des étapes. On va revenir en arrière un petit peu. C'est parce que j'ai travaillé à un moment donné à Sanair. Je disais ça à John, mon ami John, là, ton réalisateur, enregistreur, je ne sais pas quoi. Là. Le multitâche. Le multitâche. Il y a eu l'avènement de Sanair pour commencer à faire ma place. On faisait du marketing puis de la promotion avec la compagnie. Puis il y a eu 3 années qu'il y a eu le... Je vais t'annoncer quelque chose que personne ne sait. Il y a eu 3 années qu'il y a eu le Molson Indy à Sanair. Les formules Indy venaient courir à Sanair. 83, 84, 85, 86. OK? J'annonçais pas parce que c'était Jean Pagé à l'époque, c'était Radio-Canada, ces choses-là. Mais moi, je travaillais pour la compagnie. J'avais été engagé à contrat par la compagnie, l'agence de promotion qui faisait cet événement-là, qui s'appelait le Groupe Everest à l'époque, avec Éco-Promotion. Puis c'est nous autres qui avions l'audio de faire le marketing de ça. Et j'ai été le premier à Montréal à fermer la rue Sainte-Catherine en plein après-midi de semaine pour faire un concours d'arrêt au puits de ravitaillement. Ça ne s'était jamais fait avant. Avec quel type de voiture? Les formules Indy. La Formule Indy, OK. Parce que la première année, en 83, il avait fait une petite démonstration de changement de pneus devant la place Ville-Marie. Mais en 84, moi, je les avais dit, on devrait faire un vrai concours d'arrêt au puits, c'est la rue Sainte-Catherine. Je suis traité de fou, là. Mais je l'ai fait. J'étais le premier, puis après ça, il y a eu beaucoup d'événements. C'est la première fois que ça s'est fait, c'est moi qui l'ai fait. Puis après ça, 85, 86, là, Molson ont décidé de retirer l'événement. Ça ne tirait pas assez à Sanair. Mais l'événement était déménagé à Toronto après. Mais préalablement à ça, c'est nous qui avions fait le marketing pour l'ouverture du Trioval de Sanair. Moi, je m'étais promené partout au Québec. On a fait la promotion. C'est la fois qu'il y a eu le plus de monde à Sanair. Il y avait eu... C'était 14 ou 15 000 personnes pour une course de soccer à Sanair. Je pense que c'était en 83. Puis Claude Leclerc avait gagné l'année suivante ou l'inverse. Là, je ne me souviens pas. Il avait gagné l'Auberge des Seigneurs 300. Il était devenu le premier Canadien à gagner une course sur le Trioval de Sanair. Fait que, tu sais, quand tu parles de crédibilité, tu sais, j'ai fait quand même du chemin au travers de ça. Oui, parce que les gens vont tous penser. Ben moi, quasiment moi le premier, on pense tous Denis RDS motorisé, puis c'est tout. Mais dans le fond, tu avais acquis un méchant bon bagage bien avant ça, dans la promotion, puis tout. Là. Dans la promotion, puis là est arrivé l'avènement de RDS. Mais à cette époque-là, je travaillais encore pour cette agence-là. Là, j'ai décidé d'abandonner. Puis c'est là, à ce moment-là, en 86-87, que j'avais acheté de la compagnie Promolec que je te parlais.
Puis finalement, de fil en aiguille, c'était parti, la compagnie. Puis après ça, je me suis retrouvé quasiment devant rien. Je travaillais encore dans les bars en passant dans ce temps-là. Moins de journées par semaine, là, mais je travaillais encore dans les bars, une couple de jours par semaine. Puis là, je me suis retrouvé au fond du Berry, 92 à peu près. Là. Puis là, il y a eu une opportunité avec Tom Lapointe qui repartait un petit peu la station de radio CKLM à Laval. Sous une formule sport, faisait du sport à tous les jours, puis tout ça. Puis on avait une émission de sport motorisé à tous les semaines. C'est moi qui s'en occupais, mais j'étais quand même présent 5 jours par semaine à Laval. Puis j'en menais pas large dans ce temps-là. J'étais passé une période bien creuse à ce temps-là. Là, je me suis retrouvé. C'est là que j'ai eu l'opportunité avec France Corbeil, que je te parlais tantôt, qui est un gars en passant. Il voulait créer, parce qu'il y avait un animateur qui s'appelait Michel Harvey, qui venait de décider, lui, qu'il laissait France Corbeil, parce qu'il faisait beaucoup d'émissions. Moi, j'étais son co-animateur, Michel Harvey, à l'époque. Puis il avait décidé de partir une émission de sport motorisé, ça s'appelait Chrono. Fait que là, France Corbeil, ouais, OK. Ben, on va en avoir une, nous autres, puis ça va s'appeler RDS Motorisé. C'est comme en compétition, dans le fond? Ou? Ben oui. OK. Parce que le gars qui travaillait pour France Corbeil, il a décidé de partir une série télé. Puis là, France Corbeil, lui, commençait à avoir beaucoup de contacts parce qu'avec Grimby, il y avait Saint-Eustache qu'on faisait à l'époque aussi, il ne faut pas l'oublier. On en faisait plusieurs. Puis moi, j'avais des contacts un peu partout. Fait qu'on allait chercher des contrats pour faire des productions télé. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'il a dit on va partir RDS Motorisé en 93. Puis après ça, bien, ça a duré pendant 93 jusqu'à 2008. La dernière année, je l'ai faite. Fait que ça a duré. C'était... Comme animateur, puis après ça, comme producteur, comme réalisateur, puis ainsi de suite. Là. Les événements que tu as. Ben écoute, les événements marquants que tu as faits, c'est quoi? Ah mon Dieu, nomme-les toutes. Nomme-les toutes. J'ai annoncé au Grand Prix du Canada aussi. Je pense à ça. Là. Je l'avais oublié, celle-là. Oui. L'année que la Formule 1 n'est pas venue. 86, 87, je ne me souviens pas. Puis c'était des courses de moto à la place cette fin de semaine-là. Il y a eu des courses de moto dans le temps de Miguel Duhamel, ces choses-là. Ben, c'est une belle époque pareil. Oh, c'est très belle époque. Dans le temps de Miguel. Parce que je faisais la moto aussi. Je faisais la Series Race, ça s'appelait. Qui avait été créée par Alan Labrosse puis Jack Gramis. Fait que tu as tout suivi ces choses-là, dans le fond, toi. Oui. Parce que c'est le fun, la tête battue, mais il y a d'autres choses. Ça semblait que je la remettrais celle-là. Oui, mais on ne cherche pas. Mais dans le fond, quand tu étais RDS motorisé, c'est ça, je te parlais des événements marquants parce que, veux pas, on fait bien des faces, mais tu as quand même côtoyé les grandes vedettes aussi là, avec cette émission-là, veux pas, là, les pilotes. Ben, tous ceux qu'on a connus dans les années, je les ai tous côtoyés, c'est sûr. Là. C'est ceux qu'on a connus dans les 40 dernières années. 40 ans. Les 40 dernières années, 50 quasiment. Là. Ben oui, j'ai tous connus. Des personnes marquantes, Ben, il y en a un qui me marque encore aujourd'hui, c'est sûr, c'est mon chum Claude. Puis j'ai pas pensé, je voulais emmener ça, mon chum Claude Leclerc, c'est 81. Ça fait longtemps que ça date, moi, avec Claude. Quand il a commencé en 78, j'ai commencé à le suivre. Je commençais là-dedans. Puis en 81, lui a décidé, parce que l'automne, à l'époque, NASCAR faisait une course le printemps puis une course l'automne. Il y en a un qui s'appelait le Dogwood 500, l'autre le Cardinal 500. Donc, c'est 250 tours de modifiés sur asphalte, puis 250 tours de late model. Puis Claude a dit, moi, je m'en vais là. Je pense que c'était le printemps. Celle du printemps ou de l'automne, je ne me souviens plus. Mais c'est parce que j'ai encore le billet de ça. C'est pour ça que je te dis ça. J'aurais dû l'amener. À Martinsville. On est allé là avec Claude, avec une claque et une bottine, évidemment. Les radiocommunications commençaient à cette époque-là. Puis il avait emprunté ça à Jean-Paul Larose, qui courait contre lui, mais il avait emprunté les radios pour aller à Martinsville. On était 4-5. Il y avait des belles équipes dans ce temps-là. Puis ça a été une expérience extraordinaire. On va mettre Claude Leclerc. Depuis ce temps-là, je l'ai vu récemment encore, là, puis il va retourner courir encore cette année. Il est rendu à 80 plus. 80, c'est ça. Je veux pas qu'il soit fâché après moi, je vais dire 80 plus. Bon, on l'a fait je l'ai fait l'année passée en podcast, puis écoute, Claude, c'est du bonbon, là, il est vraiment... vraiment... Mais, à travers ton émission aussi, bon, écoute, je présume qu'il y a des grandes vedettes que tu as côtoyées aussi, probablement. As-tu vécu l'époque de Jacques Villeneuve à F1? Pas à F1, oui, à F1, excuse, même à l'Indy un petit peu avant. Non seulement je l'ai vécu, mais dans l'époque que je travaillais avec France Corbeil, dans les années 90,
France Corbeil était sous contrat avec Imperial Tobacco, Players. Et quand Jacques est arrivé, France était en contrat avec British American Tobacco en Angleterre, qui commanditait Jacques Villeneuve. Je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire de la Formule 1, Jacques Villeneuve peinturé de 2 couleurs que Bernie Ecclestone n'a pas accepté. L'écurie bar, dans le fond. Ben, c'est nous autres qui avions fait ce concept-là. Ah oui? Ben oui. Puis c'est nous qui représentait toute l'image de la nouvelle écurie de Jacques Villeneuve. C'est nous autres qui faisions ça. La promotion, parce que je vais t'aller l'apprendre, là, on peut le dire aujourd'hui, je pense, je ne demanderai pas la permission à personne. Mais à l'époque, c'est nous qui avions fait la présentation à TVA. La Formule 1 devait s'en aller à TVA à l'époque. OK. Ça, c'était avant TVA Sport. Puis ça avait tourné au vinaigre à la dernière minute, puis c'est RDS qui avait ramassé le contrat. Mais ça s'en allait à TVA. Mais vous étiez en sous-contrat là-dedans, c'est ça, non? On était contractants. Nous autres, on travaillait pour British American Tobacco, qui était le commanditaire principal à l'époque. Mais c'est pas rien. C'était gros. C'était gros. Puis je me suis occupé administrativement par des bureaux à Monaco, à Hong Kong. Moi, je faisais l'administration des productions à partir de Montréal. C'est où qu'à un moment donné, parce que là, tu sais, avec RDS motorisé ou avec cette production-là, veux pas, on va dire comme ça a monté, t'as tombé au sommet avec, t'as monté au sommet avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé que ça a planté à un moment donné? L'ego. Pas le mien. Dans quel sens? C'est quoi tu veux? Ben, c'est qu'on avait une entreprise, puis je nommerai pas de nom, par exemple. Je ne veux pas attirer des ennuis non plus. Mais avec France, il y avait un bureau, comme je te disais, à Monaco. Il y avait un bureau à Hong Kong. Puis France, pour des raisons personnelles, il a décidé à un certain moment d'aller à Monaco. Mais juste avant ça, il s'était trouvé des associés. Puis on avait parti d'une nouvelle compagnie à travers ce qu'on faisait déjà. Au moment où les réseaux sont arrivés, moi, j'ai mon verre dans les mains, mais je ne l'ai pas pris. Les nouveaux réseaux sont arrivés, on parle de Z-Télé, puis il y avait Évasion, tous ces réseaux-là sont tous arrivés. Canal D. Là, ils s'étaient associés, puis ensemble, on a fait un consortium, puis on avait 3 compagnies de production indépendantes pour les réseaux. On faisait des séries de télévision pour ces réseaux-là. D'ailleurs, c'est là que Bertrand Godin a commencé à faire de l'animation télé. C'était avec nous autres, là, avec Z-Télé à l'époque. Puis, il y avait des associations. Moi, j'avais des parts là-dedans, dans ces compagnies-là. Puis, pour une raison ou pour une autre, en 2000, France a décidé de déménager à Monaco. Pour des raisons personnelles que je n'élaborerai pas. Puis, il a décidé de vendre ses parts. Donc, de la maison mère, tout ça, mais sauf qu'il vendait ses parts à juste un des associés qui avait un ego gros comme la planète, puis avec lequel on avait des divergences d'opinion, je vais le dire comme ça. OK. Fait que quand c'est arrivé là, moi, j'ai dit, écoute, moi, je vais continuer à faire des motorisés, mais pas ici. Puis les autres compagnies, je vends toutes mes parts. Fait que c'est là que je suis parti, tout simplement. Puis j'avais senti venir le crash un petit peu. Parce qu'après ça, ça a planté. La transaction ne s'est jamais faite, finalement. Il y a eu, je peux-tu le dire, il y a eu une crosse en quelque part. Oui. La transaction ne s'est pas faite. Il n'y a pas de fil, Denis, je ne pas inquiète. Non. Mais, regarde, c'est ça qui s'est passé. Mais moi, j'étais déjà parti. Puis après ça, j'ai racheté les droits de la série à France directement. Je suis parti sur mon bord, puis j'ai payé ce que j'avais à payer. Ça a pris 2 ans, 3 ans. Là, parce qu'il ne me l'a pas donné. Là, tu as fait combien d'années en continuant comme ça? 2001 à 2008. Que tu as fait 7 ans. Parce que moi, quand je suis parti, que j'ai racheté, c'est là qu'RDS Motorisé est passé de 27-30 semaines à 52 semaines par année. Non seulement 52 semaines par année, mais en format 60 minutes au lieu de 30 minutes. Là, les gens aujourd'hui vont dire, c'était pas si pire, mais là, on n'était pas. C'était pas comme aujourd'hui avec des cartes mémoire ou peu importe. Toi, tu étais au ruban, tu étais aux cassettes. Les Betamax. Les Betamax, ça s'appelait. Ça, c'était avant les mini-DV que moi j'ai commencé. Dans le fond, eh mon Dieu. Bien avant. Ben, en fait. C'est de l'ouvrage, les coupeurs puis tout là-dedans, c'est de l'ouvrage. Ben, on appelait ça des lap cuts, je ne sais pas comment le dire en français. Tu sais, si tu tournes à 3 caméras, t'es fait tourner les 3 caméras, puis là, tu fais ton découpage en studio, puis après ça, tu t'en vas en montage. Une émission de 60 minutes, c'était à peu près 200 heures d'ouvrage. Comment ça coûtait à l'époque, Denis, pour produire une émission? Je savais que tu me poserais la question. Je suis quasiment un peu de le dire. C'est incroyable.
Je peux pas croire que ces gens-là n'étaient pas plus reconnaissants qu'ils l'ont été. Ça coûtait même pas 5 000 $ pour une émission de télévision. Je parle qu'on chargeait, là. Ouais. Puis le monde pense, malheureusement, que... T'étais chanceux de charger 5 000, toi? Ben, écoute, t'étais quand même à RDS. Là, c'était la grosse affaire à l'époque. Oh, oui. Il était tout seul, fait que Oh, oui. les égos étaient gros. Mais, tu sais, c'est 5 000, là, tu emmènes des caméramans, de l'équipement sur place. Après ça, tu as 200 heures d'ouvrage, fallait des montages, tout ça, tu mets ça en nom, des animateurs, tout ça, qui n'étaient pas payés parce que c'était moins. Mais c'est ça, au bout du compte. Je chargeais 5 000 $. Là, les gens vont dire, ouais, mais vous êtes financé. Non. Le monde ils devraient le savoir, mais ils vont peut-être l'apprendre là s'ils ne le savaient pas. Les émissions de reportages sportifs ne sont pas assujetties au crédit d'impôt. Tu n'as pas le droit au crédit d'impôt. C'est pour ça que tu vois un paquet d'émissions à cette heure. C'est des magazines qui font. Tous les magazines, ce qui est informel, là, tu as le droit au crédit d'impôt. Tu fais du reportage sportif, tu n'as pas le droit. Donc, il faut que tu te finances parce qu'RDS ne font pas de cadeaux. Là. Ils te donnent d'espace publicitaire puis de la titre. Oui, parce que ça aussi, les gens ne font pas une distinction. C'est que c'est vrai que tu as un micro que c'est écrit RDS dessus, Ouais, mais en t'es principe. producteur indépendant. C'est ça. Mais en principe, tu achètes du temps d'antenne RDS. Exactement. C'est pas RDS qui t'engage, rien. Là. L'échange, dans le fond, c'est que dans une émission d'une heure, là, je me souviens pas de toutes les. J'ai une bonne mémoire, mais les chiffres de tout ça, là, Ouais. tu sais, tu as peut-être 12 minutes de pause, puis donc ça te représente 24-30 secondes. Mais RDS en garde la moitié. Toi, tu dois en vendre 10. Mais je te donne un exemple. Toi, tu t'appelles RDS motorisé. Tu t'appelles Pepsi Cola. Pas nommer Pepsi, là, mais je sais pas pourquoi. Mais je te dis, j'ai une émission de télévision. Veux-tu m'acheter un commercial? Je vais te vendre ça pas cher, 250, 300 $. C'est cher en crise. Il dit, quand j'achète à RDS, ils me reviennent à 10 $ chaque. Ben oui, mais il y a 5 millions par année. Moi, j'y vends pour une émission. C'est pas la même chose, là. Fait que c'est pas facile à vendre, les commerciaux de 30 secondes à l'unité, c'est pas facile à vendre, pas évident. Non, c'est pas évident. Fait qu'il faut que tu fasses des packages, tout ça. C'est sûr qu'avec le temps, on t'a acheté des commanditaires, mais les commanditaires, ils ne donnent pas 5 000 par émission, là. Tu sais, fait que... Puis il y a des fois que tu te retrouvais dans des situations, surtout quand on a passé d'un format de 52 semaines, tu t'en vas tourner, tu as assez de matériel pour faire 2 émissions. Tu vendais 2 émissions au lieu d'une. Mais tu ne vendais pas 2 fois 5 000 $. Là. Non, ça ne marchait pas de même. Mais des fois, tu le vendais pour 1 000 $ de plus. Puis... Ouais, tu vendais l'émission, puis c'est toi qui décidais si tu partitionnais, mettons, là, puis pour ce même prix-là. Puis, plus souvent qu'autrement, tu es obligé de courir après ton argent à certains endroits. Pas partout. Dans commandite, tu veux dire? Ou, Non, les promoteurs pour te faire payer. OK. Il y en a qui payaient à Ruby-sur-Londe, à la fin de la soirée, ils te payaient. Avant même que tu produises le show, il y a des... Grimby, c'en est un, jamais eu de problème. Mais ça m'a causé un mariage d'aller collecter, à un moment donné. Ça t'a causé un mariage. C'est vrai. Je t'ai intrigué, compte-moi donc ça. Je ne pensais pas dire ça. En 2000, c'était là. Puis il fallait que j'aille le collecter, moi, je vais le dire, à Montmagny. C'était à Ralph Nason. J'ai parlé à Ralph récemment, d'ailleurs. Puis il me devait une production. Fait qu'il dit, viens à mon banquet, je vais te payer là. Le banquet est au mois de novembre. Je m'en vais là. Puis elle est devenue mon ex maintenant depuis quelques années. Puis j'ai rencontré ma 3e femme. Je l'ai rencontrée là. OK. Au banquet, on s'est mariés après. Ça m'a coûté un mariage. Ça t'a coûté un mariage. J'étais déjà avec pas quelqu'un. le même prix, ça, Denis? J'étais déjà quelqu'un à ce moment-là. En tout cas. Ouais. En anglais, ils disent de shit et de fan pour aller collecter ce qui te doit. Fait que dans le fond, toi, collecter, c'est... J'essaie de Je sais pas, je peux le dire de même, mais dans tous les sens du mot, dans le fond. Fait que, moi, je collecte pas parce que c'est dangereux. Ouais, Pas pour le monde que je collecte, mais pour moi. Ouais, c'est ça. Mais c'était c'est le seul collectage que tu as eu qui t'a J'ai pré-mariage couru, Non, mais j'ai couru, j'ai perdu de l'argent. Il y a des gens qui m'ont jamais payé. Ouais, ça, c'est triste, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Puis, ça prend un rein solide aussi. Pour... Ben, ça prend un rein solide. Tu essaies de le financer, puis à un moment donné, tu ne prends pas de salaire, puis tu te revires au bout de l'année, là, puis tu calcules ton... Tu as tout le temps 2 lignes en comptabilité. Hein? Tu as un revenu, tu as des dépenses. C'est la même chose dans n'importe quoi. Ouais. Fait que quand tu arrives au bout, là, puis tu arrives au bout de l'année, oui, tu as vécu, à un moment donné, tu as survécu.
Puis tu arrives, là, puis tu as 2500$ de différence entre les deux. J'ai mis tous ces efforts-là, je me suis fait suivre, j'ai aidé du monde tout ce temps-là pour 2500$. C'est pas grave, on va continuer pareil. Ouais, c'est ça. Là, qu'est-ce qui a causé la fin d'RDS motorisé? Ah, c'est une série de choses. C'est une série de... Écoute, quand je suis parti, je te disais tantôt que je suis parti avec France Corbeil, j'ai décidé de faire mon aménagement de mes propres studios de montage. Puis tu sais comment ça coûte un petit peu, le studio de montage. À l'époque, moi, j'avais investi 1,5 million. Puis là, on remonte à 2001. 2001, puis là, on essayait de progresser, puis on faisait beaucoup de choses, parce que je faisais le championnat canadien de Formule Ford, je faisais RDS motorisé, je faisais un paquet de choses. On faisait des vidéos corporatives à l'époque. Ça, c'était très rentable. Parce qu'on tournait des vidéos corporatives, dans les studios, on avait de l'espace pour le faire. Mais tu sais, tu allais faire une vidéo corporative dans une grosse compagnie, ça coûtait 25 000 $. C'était de l'ouvrage, là. On le gagnait, le 25 000. Aujourd'hui, tu fais le même job avec un téléphone cellulaire dans 2 jours. Mais tu sais, vois-tu, le gap, il est là. Fait que ça l'a tombé avec le temps. Moi, je disais aux les gens qui travaillaient avec moi, éventuellement, il va falloir se réveiller. Puis j'avais créé mon site web. Puis là, YouTube commençait à ce moment-là. Là, j'ai dit, il faut qu'on commence à numériser toutes nos émissions parce que ça va être ça l'avenir. Sauf que j'étais tout seul à le croire, j'ai pas réussi à le vendre, ça. Fait que là... Fait que ça a resté avec le vieux stock pour la télé. C'est ça, mais il s'est passé bien des choses là-dedans, mais la coupure, pour répondre à ta question, c'est qu'en 2007, là, ils ont dit, il va falloir que je change ta technologie parce qu'on avance, puis là... Il y a des images qu'on ne veut plus avoir, puis là, il faudrait que tu passes en digital, parce qu'il y avait le Betamax, que je te disais, puis là, il fallait tomber au digital. Ça veut dire tomber au digital, qu'il fallait que je change tout mon studio. Que tu mets tout ton stock aux poubelles. Mon 500 000 qui n'était pas fini de payer, il fallait que je recommence. Ouais. Non. Là, j'ai appelé mon fournisseur, le gars qui m'avait financé l'équipement, Jacques qui s'appelait. J'ai dit, Jacques, j'arrête tout ça, ferme les portes. Viens chercher ton stock, moi, c'est fini. Puis là, les dettes s'étaient accumulées, à un moment donné, parce qu'il y avait moins d'ouvrage. Fait que j'ai été obligé de faire faillite. Après toutes ces années de succès-là, j'ai été obligé de faire faillite. À aider tout le monde, je me suis retrouvé. Ça, c'était en 2007 que j'ai fermé les portes. Quand j'ai fermé les portes, j'avais déjà signé un contrat avec Saint-Eustache, avec les nouveaux propriétaires. Fait que là, il y a quelqu'un qui était dans la merde quelque part. Eux autres, puis moi. Fait que là, ils m'ont appelé, ils m'ont fait venir, puis ils m'ont engagé à l'Autodrome Saint-Eustache pour 2007. J'ai fermé les portes en avril 2007. Fait que là, ils ont dit, viens travailler avec nous autres. Je suis allé, j'ai travaillé en tabarouette. Puis je faisais RDS motorisé. En même temps, je l'ai fait 2 années. 2007, puis 2008 avec Alain Labrosse. Mais après ça, j'ai tout arrêté. Mais ça, la faillite a été un petit peu avant? 2007. OK, après ça. Quand j'ai fermé les portes, j'avais travaillé à Saint-Eustache, mais là, j'avais mis je m'étais mis en faillite personnelle. Pas la compagnie. OK. Parce que là, j'avais tout hypothéqué, j'avais tout perdu. Tout à l'heure, tu as parlé d'égo. Denis, quand tu sais, on est dans le métier, on sait c'est quoi, là. Tu sais, on est devant la caméra, on se donne à côté. C'est la caméra. On se donne à côté. On le fait pour le sport motorisé. On essaie de monter ça le plus haut possible. On est des passionnés. Puis quand tu arrives à un moment donné que... Ouais. Juste corriger, on était des passionnés dans mon cas. Ouais. J'ai perdu la passion. Ouais, c'était pas pas de la télé, pas des courses. Mais à cette époque-là, quand il a fallu que tu remettes les clés de tes choses personnelles à la banque, n'importe quoi, l'ego en mange un coup, là. Oui. Mais il faut que tu plies là-dessus parce qu'avant ces consultes, à ce moment-là, j'avais une famille. Là. En plus. Ouais. J'avais ma nouvelle femme. Oui. Mais il y avait des enfants que j'élevais, c'était des ados, tu sais. Ben, j'avais des responsabilités, fait que j'ai jamais arrêté de travailler, par exemple. Comment on s'en relève de ça? Le courage. Parce que moi, Denis, je le sais que... écoute, courage, puis du cœur au ventre. Ben, c'est en plein ça. Parce que moi, Denis, en 2014, je ne me trompe pas, c'est là que moi, je t'ai appelé. Je me rappelle, me rappeler, moi, dans ma tête à moi, Denis Lecourt, c'est l'animateur du Québec. Puis là, je me rappelle, il m'a écrit pour le fun un message privé, savoir des fois s'il ne viendrait pas embarquer avec nous autres. Mais je vais te corriger. Parce qu'en 2011, tu as commencé à m'approcher.
Ah, mais OK, que j'ai commencé à t'approcher une Oui. première fois. Oui, parce que j'ai travaillé à Saint-Eustache 2007-2008. Puis en 2009, j'ai eu un contact pour un travail. Je suis allé gérer une compagnie de taxi en 2009 pendant 10 mois. Je m'en allais pour remplacer le directeur général de la compagnie de taxi qui prenait sa retraite à la fin de l'année. Mais rendu au mois d'octobre, quand je suis arrivé là par le biais d'un contact du propriétaire de l'entreprise, mais qu'il n'avait pas dit à son directeur général, qui lui avait trouvé un futur remplaçant aussi. On a rentré en même temps. Son choix à lui, puis le choix du gars qui le payait. On a travaillé ensemble, puis Richard, qui s'appelait, pas le directeur général, mais le gars qui avait été engagé pour le remplacer le directeur général, mais avec qui je me suis jamais entendu. C'était un vieux boquet. Je me suis jamais entendu. Je ne sais pas s'il est décédé aujourd'hui, mais Dieu ait pissé de son âme. Mais j'ai fait 10 mois. Après ça, il me remercie de mes services. Là, je suis rendu en 2009. J'ai plus rien. Le même contact me dit, écoute, mon frère, il vend des maisons, des condos pour un entrepreneur, puis tout ça. Je m'en vais le voir. Ça n'a même pas pris un mois. Je travaille pour lui. Puis j'ai vendu des condos. Puis à ce moment-là, tu m'as contacté en 2011. Oui, les premières fois. J'ai fait ça jusqu'en 2014. Puis 2014, son frère est venu dans le portrait. Il était parti en vacances pour quelques années. Puis là, il est revenu dans le portrait. Puis il avait besoin d'engager son frère. Puis là, moi, j'étais de trop. Fait que j'ai perdu ma job là. Parce que moi, je me rappelle, honnêtement, j'étais intimidé de t'écrire. Parce qu'on pense tout le temps que... Tu regrettes-tu de m'avoir écrit? Pas en tout. Ah, OK. Au contraire, je me demande. c'était une des belles choses que parce que moi, j'étais un gars gêné dans la vie, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Là. Mais puis ça me demandait du courage pour moi de le faire. C'était aussi mieux que t'écrire, le pire que tu te fais dire c'est non. Tu sais. Puis quand tu as dit, écoute, je vais y penser. Puis on s'est rencontrés. Puis à cette époque-là, tu pataurais dans des choses de commerce là, pour essayer de t'entendre. Oui, mais ça, c'est arrivé à partir de 2014. Ça, c'est oui. ça. Mais la première fois, c'était 2011, 2012, tu m'avais écrit, puis je n'étais pas prêt à ce moment-là. C'est ça. Mais puis là, par après, je t'avais relancé, puis t'avais embarqué. Puis c'est à partir de là qu'on est devenus des grands amis. Puis moi, je le sais qu'à partir de là, tu as animé pour nous, puis tu as eu quand même un parcours que... Moi, je le sais que tu as rushé en temps. À un moment donné, financièrement, c'était très, très difficile. Ça a été difficile. Puis tu venais ici, pareil, Denis, Estique, tu le sais, on est bénévoles, dites, là, tu sais, là. Ouais. Tu venais ici quand même. Tu as vendu un peu de commandite pour 360. Mais le jour où tu m'as impressionné le plus, c'est les fois que tu venais travailler ici, puis en plein hiver, grosse tempête, n'importe quoi, mais crime, tu passais les journaux dans la nuit pour essayer de t'en sortir parce que ça, moi t'avoué, tu sais, que le recul, quand tu regardes ça, tu fais Caroline. Tu sais, t'as passé de RDS à tout le succès, puis te ramasser là. Ben écoute, comme je te disais, j'ai perdu l'emploi en 2014, puis j'étais quand même une période, puis à ce moment-là, j'ai embarqué dans... Parce qu'on est vulnérable, parce que des choses qu'on sait dans la vie, que tu ne dois pas prendre cette direction-là, mais quand tu tombes en période de vulnérabilité, ce mot-là, rendu vulnérable, tu succombes à un moment donné. Fait que je suis arrivé à un moment donné, puis j'ai eu une occasion pour faire du réseau marketing qu'on appelle, faire de la vente de produits. Je ne dénigre pas le produit, puis je le prends encore aujourd'hui, il est excellent. Ouais. Le formule d'affaires, malheureusement, j'ai embarqué dans le système. Il faut chercher des solutions pareilles pour s'en sortir aussi. J'ai essayé de développer ça. J'ai emprunté de l'argent, puis je me suis mis dans le trou encore. Mais là, à un moment donné, parce que j'avais déjà parlé avec mon ex, à un moment donné, elle m'avait dit ça, on devrait prendre une petite route de journaux, tu sais, pour passer les journaux, juste pour combler, payer un voyage, puis tout ça. À l'époque, ça allait bien. Là, on avait assez. Ça m'est revenu en tête, j'ai dit, je vais faire ça. J'ai fait ça pendant 3 ans. Se lever à minuit le soir, aller chercher les journaux, passer des journaux de porte en porte, 250 clients, revenir chez nous à 7-8 heures le matin. Tout déboîté. Déboîté. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ah, je sais. Ça a été... Je sais qu'il y a des périodes, des fois, avant les émissions, on jasait ensemble, tout ça, puis... Là, des fois, je t'ai vu à bout, là, vraiment à bout. Attention, les journaux, c'est 7 jours par semaine. Oui, 7 jours par semaine. À l'époque, on avait 2 jours de congé. Saint-Jean-Baptiste puis jour de Noël. That's it.
Hey, c'est pas drôle. Là. Mais je me suis permis je trouvais que ça allait pas assez vite pour remonter la pente. Fait qu'en 2007, j'ai eu une opportunité à un moment donné d'aller quelqu'un. Je suis encore fait fourrer, là, mais c'est pas grave. Parce qu'ils me doivent encore de l'argent, moi je vais me payer. Ça va pas bien. Non, mais je suis allé pour aider à développer un projet que l'avait, puis tout ça. Fait que je passais les journaux. J'arrivais chez nous à l'époque, je fais de la route un petit peu moins grosse. Après ça, elle était plus grosse. Je passais les journaux, j'arrivais chez nous à 6h, 6h30, je prenais ma douche, sautais dans l'auto, je allais travailler à Blainville. Je restais à Le Gardeur dans le temps Repentigny. Je travaillais d'un bureau de 8h30 à 4h30. Je revenais chez nous me coucher, je me relevais à minuit le soir pour aller repasser les journaux. J'ai fait ça pendant 2 mois. J'ai été payé le premier mois, pas le deuxième. Quand même, j'essaierais de collecter aujourd'hui, total. Là. Fait que j'étais après à me brûler. À un moment donné, j'ai arrêté ça. Puis j'ai eu l'opportunité de retourner annoncer des courses cette année-là. En 2007, je suis allé annoncer à Drummondville. Fait que je continuais les journaux. J'ai fait ça. Je suis allé annoncer des courses le samedi soir à Drummondville. Je revenais de Drummondville. En 2017. J'ai dit 2017. 2017, ouais. Je revenais des courses à Drummondville. Des fois, ça finissait de bonne heure. Des fois, ça finissait tard. Mais quand ça finissait de bonne heure, les journaux n'étaient pas arrivés. J'avais le temps de dormir un peu. Les journaux arrivaient, j'allais passer mes journaux. Puis ça a été un roulement comme ça. Jusqu'en 2019. Ce passage-là, écoute, pour l'avoir vécu un peu avec toi, là, quand on dit qu'il y a des étapes dans la vie qui te font vieillir, celle-là me fait vieillir. Celle-là fait vieillir. Je suis encore jeune. Mais ça n'a jamais paru. Ce qui est le fun, ça n'a jamais paru. Mettons, si on parle des émissions que tu as fait avec toi 60, tu sais de quoi? Le Denis professionnel, ça n'a jamais paru. Mais moi, je le savais par en arrière que, Colin, tu mangeais ton pain noir. Là. Tu le fais professionnellement quand tu essaies de faire quelque chose ou fais-les pas. Moi, c'est ça. Fait que c'est ce qu'on faisait. Tu sais. Puis là, par après, écoute, les choses se sont placées. Mais c'est tellement drôle parce qu'en 2019, quand je n'ai eu assez des journaux, je n'ai eu assez. J'ai un bout de n'avais assez, mais j'ai eu une autre opportunité. Il y a un gars qui me parle, j'ai un de mes chums, il y a des routes de pain. La boulangerie Sainte-Méthode, c'est du très bon pain. Il me dit, il y a des routes, puis il y a un gars qui est parti, il y a une route de pain. Bon, j'ai vu là mon opportunité. Toi, je ne travaillerai plus 7 jours, on en travaillait 5. Tout ça. Je parle avec le gars. Ouais. Parfait. Lâche les journaux, je m'en vais passer du pain. J'ai oublié que dans toute cette période merdique-là, l'été, je vendais du scellant pour asphalte pour un de mes chums dans l'après-midi parce qu'il me restait du temps. Là. Au lieu de dormir, je faisais d'autres choses. Fait que je vendais du scellant pour asphalte dans les campagnes. Ça. Fait que là, je suis allé faire une route de pain, mon ami. C'est pas pesant, un pain, hein? Un pain, non. Quand t'en mets 12 dans un rack, puis qu'il faut t'enlèves 3 racks en même temps, ça, c'est tough. C'est drôle que tu dis ça, parce que je me rappelais plus de cette ronde de pain-là. C'est vrai, t'avais fait ça. Hey, j'ai fait ça. Hey, écoute, il fallait que tu sois à l'usine à Ville d'Anjou à minuit le soir. Okay, je pensais qu'on passait ça dans le jour, le pain, moi. Minuit le soir pour aller ramasser le pain pour remplir ta route. On faisait, c'était 15 épiceries, je pense qu'on faisait. Mais moi, je n'avais pas réalisé. Ils sont ouverts la nuit aussi pour recevoir le stock. Il fallait livrer le pain la nuit dans les épiceries. Il n'y a pas un matin, je te jure, Steve, que je suis revenu chez nous avant 11 heures l'avant-midi, depuis minuit. Ouais. Moi, je pensais d'avoir pris un break avec les journaux que j'avais arrêtés. Ça a duré 1 mois. Le camion était rendu chez nous. J'avais le camion, tout, j'avais la route, tout. Fait que t'avais flashé les journaux. Flashé les Sans journaux. mauvais jeu de mots, t'as fait une ronde de pain, tu t'as mangé encore ton pain noir. Oui. Puis du pain Sainte-Méthode, mais il était il est bon. bon, c'est bon ce pain-là. Ça. Puis là, après, Là, j'ai arrêté, j'étais plus capable. Puis là, tu connais mes problèmes chroniques au dos qui reviennent. Ouais. Mais ça, c'est quand j'ambitionne trop, j'ai mal au dos. Puis ça, j'avais encore mal au dos. Fait que j'ai arrêté. Cet été-là, j'ai fait du scellant pour asphalte jusqu'à l'automne. Mais t'avais toujours une façon quand même de t'en sortir. Tu sais, t'avais toujours, j'avais une porte de sortie. Tout le temps. Mais sauf que l'automne 2019, j'avais plus de porte de sortie. Là, j'avais plus rien. J'irai pas plus loin. T'as eu des idées noires, Denis? Oui. Qu'est-ce que t'as tendu à la main? Qu'est-ce qui est arrivé? T'as fait, il n'y a plus d'issue, il n'y a plus rien. Là. Ah non, j'avais plus rien. Là. Je me débarrassais de tout. Moi, ce que j'ai de plus précieux au monde, la bague de mon père, que j'ai hérité il y a 20 quelques années maintenant.
J'ai laissé à mon frère René, puis j'ai dit, prends-la, parce que je vais être obligé de la vendre. J'ai plus rien. J'étais fini, là. J'avais plus rien. J'avais plus d'opportunités. Puis tu sais, ce que tu parlais tantôt, j'ai fait du réseau marketing, ces choses-là. C'est quand même ça qui m'a donné la chance de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que dans ce réseau marketing-là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Puis la référence pour avoir l'emploi que j'ai aujourd'hui, j'ai connu cette personne-là qui m'a référé dans le réseau marketing. Puis c'est elle qui m'a référé à la compagnie pour laquelle je travaille. Ça a été... C'était la main oui. qui t'a sorti... Parce que j'ai été, puis Maxime, mon boss, serait là aujourd'hui, il aurait dit que comment est-ce qu'il était impressionné, comment est-ce que j'avais été transparent, puis motivé, ce qu'aujourd'hui, malheureusement, tu ne retrouves pas quand tu essaies d'engager quelqu'un. Tu ne trouves pas toujours la motivation. C'est ce qui a fait un moment donné qu'il m'a offert, écoute, il m'a offert une job à 20 heures par semaine au début pour voir. Il ne voulait pas tout prendre de risque. J'avais quand même 63 ans à l'époque. Ça, pas aujourd'hui. Je veux dire, le 20 heures par semaine, il n'a pas duré un mois. Là. Je fais de plein temps depuis ce temps-là. Puis il n'y a pas de regret. Ils veulent plus que je parte aujourd'hui que moi. Là. Denis, ces gens-là t'ont-tu sauvé la vie? Oui. Parce qu'à ce moment-là, tout J'avais plus rien. Tu as beau avoir l'amour de ta famille. Tu sais, mon frère qui est décédé aujourd'hui, mais mon frère qui était mon pote, qui était mon chum, lui, il m'a sauvé la vie une couple de fois. Là. Il ne sait pas, je peux pas y redire. J'ai dit, là, mais il sait parce que j'en ai parlé. Cette fois-là, là, j'avais plus d'avenue. Tu sais, j'ai ma fille, j'ai les enfants de mon ex qui sont comme mes enfants encore, mais il n'y avait plus rien. Là. C'est... Parce que il faisait noir au village. Là. Tu t'es retrouvé tout seul aussi là, dans tout ça? Là? Ah ben oui, j'étais tout seul, moi, parce que quand je te dis que j'étais allé travailler à Drummond, puis j'avais fait les contrats pendant un mois et demi, je travaillais jour et nuit. Là, il y a quelqu'un qui s'est tanné à la maison. Là, ça n'a pas été la raison nécessairement principale, mais elle voulait s'en retourner dans son coin de pays parce qu'elle venait de Montmagny. Fait que tu vis une séparation en plus. Fait que 2007, j'ai vécu la séparation. Elle est partie au début 2018. Fait que là, c'est moi qui payais les dépenses parce qu'on avait une maison à ce moment-là. Elle n'était pas achetée, elle était louée la maison. Parce que quand je m'étais séparé, l'autre n'a pas vendu, j'étais obligé de louer ça. Oh, oui. Ça n'a jamais été simple. Non. Ça n'a jamais été simple. Mais je suis content de savoir que la compagnie... ça va rester simple. Ouais, ça va... Je te dis ça de même. Oui, parce que les choses ont beaucoup changé. Tu dis mon frère m'a sauvé la vie aussi. T'en parlais un petit peu justement avant qu'on rentre en enregistrement. René. René, lui, il te manque. Là. C'était ton grand chum. C'était mon jumeau, René, pratiquement. T'sais, on avait 2 ans de différence. On était ensemble. On couchait dans la même chambre. On tout le temps été ensemble. On avait une connexion ensemble. On faisait juste se regarder et on se comprenait. C'est jeune adulte. On sortait chacun sur notre bord. On sortait même pas ensemble. Chacun sur notre bord. Puis si j'arrivais chez nous à 2h30, il arrivait à 3h moins 25 et vice-versa. Là. Il y avait une connexion. On rentrait en même temps. Puis on s'est retrouvés dans les mêmes places après les heures de fermeture. C'était ton confident que tu pouvais jouer avec de n'importe quoi, puis sans jugement. Rien. Juste avant sa maladie, je venais de passer 3 semaines avec lui en Floride. Je suis revenu 2 semaines après, diagnostic, même pas 6 mois après, il est décédé. Il est décédé de quoi, Denis? Cancer du pancréas. Un des pires, un des pires cancers. Ça, c'est... Tu sais, quand tu perds des proches, à un moment donné, ça donne des coups. Moi, c'est le 3e que je perdais. Moi, j'avais 3 frères. J'ai perdu les 3 en 1 an et demi. Là. En 1 an et demi, tu as perdu les 3? Oui, parce que on a parlé de René, mais... Il y avait Pierre, le journaliste. Puis il y avait Jean, qui était plus vieux que le monde n'a pas connu. Là. Pierre, justement... beaucoup de monde, bien entendu, connaissent Pierre Decaux. Pour les bonnes et des fois les moins bonnes raisons, parce que quand il était là, il faisait chier tout le monde, puis quand il était plus là, ça faisait chier tout le monde qui était pas là. Tout le monde s'ennuie, c'est ça. Ça aussi, cet épisode-là, tu l'as vécu. Ben oui. Ça n'a pas été l'épisode le plus facile. Là. Non. Parce que pour rappeler aux gens, Pierre a fait un AVC.
En 2013. En 2013. Puis, juste raconter l'histoire rapide, lui... Mais son AVC, il était paralysé complètement. Il était seul chez eux. Oui, mais complètement. Quand il est tombé, il a fait son AVC, il était tout seul chez eux. Il a fait son AVC peut-être le matin, ils l'ont trouvé dans l'après-midi. Fait que c'était irréversible. Il est tombé paralysé puis aphasique, donc il ne parlait plus du tout. Il sortait des mots, là, mais... Puis paralysé... tout le côté droit. Tout le côté droit. Fait que là, on est en adaptation avec lui, on l'a suivi à un moment donné. Je vais l'avouer que les 2 dernières années, je ne l'ai pas vu, mon frère, parce qu'il était placé, puis j'étais plus capable. Il avait beaucoup changé aussi. Pour changer, il avait gardé son caractère de chien, pareil. Parce qu'il avait tout le temps eu un caractère de chien, mais qu'est-ce que c'est plate, mais à un moment donné, il est arrivé la pandémie, il est arrivé toutes les patentes aussi. Là, fait que ça ne donnait pas. Là. À un moment donné, il était placé, puis il n'allait plus le voir. C'était dangereux. Là. Mais ça, c'est encore d'autres... Ben, tu sais, il est mort de la COVID en plus. Tu sais, il était dans un centre, puis il ne pouvait pas être vacciné. Puis finalement, il a pogné la COVID, puis il est mort. Là. C'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? Il a donné des belles années. Il a des années difficiles à bien du monde, à moi aussi. Ça n'a pas été facile, parce que ça a été un mentor pour moi, mais il n'était pas facile comme mentor. Là. Il était dur. Oh, très dur. Si le monde pense qu'il était dur journalistiquement parlant, pour travailler avec, il est encore bien plus dur, surtout quand c'est son frère, puis c'est son petit frère. Oui. Mais ça, j'ai pas ça au travail. René, vous étiez près du même âge? René est entre Pierre et moi. OK. René, on avait 2 ans de différence. 2 ans et 2 mois, puis à tous les ans, je me faisais un plaisir de lui rappeler. Parce qu'à un certain moment, on avait 3 ans de différence pendant 2 mois. Tes parents, eux autres, Denis, y avait-tu du talent là-dedans à l'époque pour ce que vous êtes devenu aujourd'hui? Pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Mon père a travaillé à Norton Electric pendant 32 ans exactement. Norton Electric, c'est ce qui est devenu Télécom, Norton Télécom, puis après ça... La relation avec ton père, avez-vous une bonne relation? Oui, c'était correct. Il était sévère. Mon père était très sévère. OK. Mais c'est correct. Pas de problème avec ça. Il t'a-tu supporté dans tes choix, tes choses de même? Non. Ou des fois? OK. Je l'ai déçu souvent, mon père. Ah oui? Ben oui. Tu sais, à l'école, t'es pas terrible à l'école, t'es pas très discipliné non plus. Hein? Puis, il me le faisait savoir quand je n'étais pas assez discipliné. Lui, il admettait la discipline. Mais après ça, j'ai lâché l'école pour être dans les forces armées. Puis les forces armées, je sacrais ça là. Ça faisait pas 1 an que j'étais là, je sacrais ça là. Puis ça l'a déçu beaucoup. Là. Mais après ça, je travaillais dans les bars, tout ça. C'était des choses. Mon père comptait une année, j'ai travaillé à Bay James, une année, moi, en 75, 76, je me souviens pas. Là. J'ai travaillé à Bay James d'un contrat de 3 mois, je pense. Je n'étais pas fait la barbe, puis je n'étais pas fait couper les cheveux. Quand je suis revenu chez nous, ça a pris 3 jours à me parler. Puis il m'a parlé au bout de 3 jours, parce que je me suis rasé, je me suis coupé les cheveux. Il ne m'aurait pas parlé. Ah, il était fier. Celui qui l'a confronté le plus, c'est Pierre. Pierre, je poussais à la barbe, puis tout ça, mon père était contre ça. Puis... Mais c'est quand même assez drôle. Pierre l'a confronté tout le temps. C'est quand même assez paradoxal, parce que dans le fond, tu me parles de la rigueur que Pierre avait. Dans le fond, il avait quasiment la même rigueur que son père, là, dans la façon de la dureté, non? Il était pire que Pierre, encore. OK. Parce que Pierre, il finissait par négocier, mais mon père ne négociait pas. C'était ça, puis c'était ça, point. Ton père est décédé, t'avais quel âge? Mon père est décédé en 98. À ce moment-là, as-tu fini par être fier de son gars, Denis? Oui, dans les années, j'étais fier parce que dans ces années-là, je me débrouillais bien. C'était des très bonnes années. OK. Puis moi, j'ai perdu mon père et ma mère en 6 mois d'intervalle. OK. En 98. Fait que toi, Denis, c'est des frères en dedans d'un an et demi, tes parents en dedans de 6 mois. Fait que les deuils dans la vie... On va essayer de garder mes 2 sœurs qui me restent. Oui, c'est ça. Ils sont en forme, donc? Oui, ils sont très, très bien. Ils sont très, très bien. Une qui a un pacemaker, puis l'autre a fait une crise de cœur, elle se surveille, mais ça fait longtemps, sa crise de cœur. Puis toi, ta santé, ça dit quoi, là? Quand tu me parles de tout ça, toi... Ça va super bien, moi. T'es pas encore... Non, mais j'ai tout passé les tests récemment. On a parlé tantôt, là, mais t'es opéré pour les yeux, puis lui, c'est une maladie de vieux. Là, oui. Ça va bien. On va revenir vite d'un cours. Il a mal de dos un peu, mais... Bon, ben, ça,
On joue au golf pareil. Oui, c'est ça. Mais revenez vite d'un course, Denis. Pas trop. Ta passion première. Écoute, dis-moi donc, Denis, tu sais, comme tu étais dans les paddocks, tu as fait un peu tout. Même, tu as fait des chroniques, tu as fait des choses. Ça t'est arrivé, tu as vécu des moments de tension avec des pilotes? As-tu des pilotes, des fois, que ça a brassé un peu ou ça a tout le temps bien été? Les divergences d'opinion sont arrivées. Il y a des caractères spéciaux. On dit ça de même. Tu as des anecdotes à nous conter? T'as-tu quelque chose? Non. Mais ça a déjà brassé solide. Ben, ça a déjà brassé. Tu sais, quand tu es un pilote, tu vas aller faire une entrevue, puis tu reviens d'abord, puis t'envoies chier. C'est déjà arrivé, mais il n'y a jamais eu d'entrevue le restant de l'année. Ouais. C'est comme ça. Non, c'est... En général, je dirais que les gens, le monde des courses, étaient assez respectueux pour le travail qu'on faisait. On avait des critiques, c'est sûr, mais si tu fais rien, tu peux pas en avoir des critiques. Non, en plus... Si tu essayes de faire quelque chose, des fois, tu peux faire des erreurs ou tu peux être mal compris. Ça dépend de qui va l'interpréter et comment il va l'interpréter. Oui, la perception, des fois, c'est quelque chose. Tes pistes de course préférées que tu as aimé couvrir, parce que tu en as fait beaucoup. Une, là, tu dis, moi, celle-là, vraiment, elle l'aimait. Bien, c'est sûr que le petit ovale à Sonner, ça reste mon plus beau souvenir. Puis c'est drôle, puis c'est tellement ironique parce que, tu sais, t'as entendu parler. Sur l'asphalte, sur la terre battue, c'est pas comme ça. Mais sur l'asphalte, parce que les pilotes se peignaient, la piste de course, elle n'est pas bankée, elle n'est pas assez longue, elle n'est pas ci, elle n'est pas ça. Excuse-moi, là, Sonner, le petit ovale, c'était un parking de centre d'achat, là. Ben, j'ai déjà vu des courses là, puis t'as bonne. C'est les plus beaux shows que j'ai vus là de ma vie. Là, c'est un tiers de mille. Un tiers de mille. Ouais. Mais ça m'impressionnait plus que le triovale. Ça, carrément. Tu sais, mais il y a des belles pistes. C'est plate ce que je vais dire, mais Barry, au Vermont, c'est beau. C'est une ressemblance un petit peu avec Vallée-Jonction, mais en mieux. À Barry. Catamount Speedway, qui n'existe plus, ça c'était extraordinaire. Ici, Autodrome Laval, on a eu des bons shows à Riverside Speedway à l'époque, c'était des bons shows. Saint-Eustache, c'était tricky un petit peu. Saint-Eustache avait tout, sauf peut-être la petite piste qui était flat. Ben, c'est pas la piste qui était flat, c'est la configuration. C'était bizarre, la configuration, parce que c'était un ovale pas tout à fait ovale. Quand tu le regardes du haut des airs, là, tu regarderas sur Google, exemple, des vieilles images. C'est bizarre, l'axe s'est à changer. Tu vois, un ovale qui va être plaisant, c'est quand tu vas retrouver, exemple, à Laval à l'époque. Tu sais, c'était un petit peu moins qu'un demi-mille, mais comme les quatre coins sont similaires. Mais quand tu changes la symétrie, que tu es obligé, ça change la course complètement. Tu sais, demande aux gars qui vont ajuster des chars. Il faut qu'ils ajustent le char pour le balancer entre les deux pour être performant entre la 1 et la 2 puis la 3 et la 4, qui sont la configuration pas pareille. Donc, ta symétrie de char, tu es obligé de la changer un peu, de la modifier, au lieu d'avoir une bonne symétrie pour toute la piste. C'est ça qui est différent. C'est ça qui était différent, parce que c'est vraiment un beau site. C'est parce que si tu arrives avec un parfait ovale, incliné un peu, oublie ça, là. Martinsville, c'en est un. C'est le site idéal. Ouais. Mais c'est un demi-mille, c'est un petit peu long. Pour moi, là, c'est un petit peu long. Moi, je te dirais que la plus belle... Montmagny, c'est une belle configuration. Très belle. La grandeur, c'est quoi? C'est un demi? C'est moins qu'un demi. Je ne sais pas la grandeur exacte, c'est un petit peu moins qu'une demi. Sainte-Croix est une demi. Sainte-Croix, c'est... Montmagny, un demi-mille, c'est vite, là. Oui, c'est vite, puis c'est long. C'est trop vite pour les chars qu'on a ici. Tu sais, les chars qu'on a ici, je te dirais Saint-Eustache qui était peut-être un petit peu petit, puis Sainte-Croix qui était un peu trop long. Tu sais, Montmagny, là, c'est la bonne grandeur, d'après moi. Il m'a passé un flash aussi. Pour les amateurs de short track. Oui. Il m'a passé un flash aussi. Tu as eu une compagnie qui s'appelait Fastcar, là, que tu t'es occupé. Tu as fait de la promotion. Tu as fait de la promotion aussi. On a fait ça en 2004. 2004, bon, là, étais-tu précurseur dans la vie, nous autres? Parce que on a décidé à ce moment-là, parce qu'il y avait eu la série impériale ADL Tobacco en 2002, circuit provincial. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'ACT Québec, là. Mais ACT Ville de Québec, juste à Québec. Et le circuit des LMS, il y a eu des guéguerres, il y a eu bien des organisations.
Puis il y a eu la Sierra del Tobacco. Après ça, là, on est avec Marc Bellil, André Fortin, qui était à Montmagny, puis Raymond, un gars de Shawinigan. On dit, on va en faire une, on va négocier le Grand Prix de Trois-Rivières pour amener du stock car à Trois-Rivières. Fait que c'est là qu'est arrivé Fast Car, puis là, on s'est fait traiter de fou, parce que moi, j'ai dit, on va aller en stock car à Trois-Rivières, mais sur des pneus de rue, au lieu des slicks. Les mêmes pneus Cooper que les trucks, l'ancienne série de camions là, de Réal Carpentier, là, parce qu'il y avait le Procam. Les Procam, oui. Que les Procam utilisaient. On va prendre ces pneus-là Pour le coup. de Cooper, au lieu d'avoir des slicks. Tout le monde va avoir les mêmes pneus. Puis on s'en va en circuit routier. Ça coûtait moins cher. Oh, ils payaient les tailleurs puis tout. Mais en tout cas, peu importe. Ah ouais. Les gars, ça leur coûtait de l'argent, mais c'était le fait d'aller dans un événement majeur comme le Grand Prix de Trois-Rivières. Fait que j'avais négocié avec Canada Tire, les pneus Cooper, puis Jacques Gravel à l'époque. Puis on avait créé une série. Il fallait trouver un nom d'une série. Fait qu'on avait trouvé Fast Car, un dérivé de CASCAR, de NASCAR, et ainsi de suite. Mais qui était un beau nom. C'est ça. On avait négocié avec... je vais peut-être dire quelque chose qu'ils n'aimeront pas, là, mais à cette époque-là, le Grand Prix nous avait payé pour qu'on aille là. Aujourd'hui, les séries payent pour aller au Grand Prix. Ouais. Mais nous autres, ils nous avaient payé pour aller là. En tout cas, financièrement, on s'était bien sortis. On a eu des bons commanditaires, puis ça avait donné tout un show. Ironiquement, il y a du stocker à Trois-Rivières depuis ce temps-là. Même la série NASCAR, Canadian Tire, qui est la classe vedette. Ben, ça a montré qu'il pouvait avoir ce genre de... Fait que, on l'a amené là, puis c'est Jacques Villeneuve avait couru, puis il avait fait un stand, puis ça avait été un super bon show. On avait eu quand même, je me souviens pas du nombre exact de chevaux dans mes archives, là, mais ça me tente pas. Mais on avait une vingtaine de voitures. Là. Ça a été le fun. C'était dommage qu'on n'avait pas eu la température idéale. Il y avait eu un petit peu de pluie, mais on pouvait rouler pareil. Moi, c'est ça. C'est Ça donne une belle expérience à tout ce beau monde-là aussi. Ben oui, mais là, ils font du stocker en circuit routier à cette heure. Ouais. Puis c'est en 2004. Ça fait quand même 20 quelques années, là, 22 ans. Quand même. As-tu des regrets aujourd'hui, Denis, dans tout. Quand tu regardes en arrière un peu, as-tu des regrets ou dans le fond. Regretter t'empêche d'avancer. Fait que j'essaie de ne pas regarder en arrière, tout simplement. T'es fier de tout ce que tu as fait quand même? J'en ai fait. Je n'ai fait un petit peu. Oui, je suis fier de ce que j'ai accompli. Est-ce que j'aurais pu faire les choses autrement avec plus d'expérience ou si j'avais écouté un petit peu plus quand c'était le temps d'écouter les personnes ressources? Peut-être que ça aurait été différent, mais tu sais, il y a des choses dans la vie que tu peux changer pour l'avenir, mais le passé, tu ne peux pas le changer. Fait que le regretter, non. As-tu. C'est-tu toujours après que ces choses-là sont terminées qu'il y a une reconnaissance, mais pendant que ça se passait, il n'y avait pas de reconnaissance? As-tu de la reconnaissance pour qu'est-ce que. Mettons avec RDS motorisé ou peu importe. As-tu senti de la reconnaissance de la part des promoteurs ou n'importe qui ou de quoi? Ou c'était de l'acquis puis. Moi, c'était de l'acquis. Tout le long que tu le faisais, c'était de l'acquis. Reconnaissance, c'est sûr que les gens, les amateurs, ils venaient te voir, puis tout ça, puis le monde te disait des bêtises des fois parce que tu parlais pas en bien ou assez de leur pilote favori, mais ça fait partie de la game, ça c'est correct, mais j'ai jamais été encensé ou quoi que ce soit, oui, à gauche, à droite, mais tu sais, les promoteurs, il n'y a pas personne qui sont pleins, à part du fait que ça lui coûtait de l'argent à faire produire la télé, puis ils ne comprenaient pas ça. Mais non, ça c'est le bout le plus décevant, la reconnaissance quand tu mets autant d'efforts puis autant d'argent. Tu n'as pas eu de reconnaissance, honnêtement. Là. Puis aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, ben, je suis dans le monde des courses, c'est oublié, là, la génération. Puis c'est correct, je suis pas. Je suis pas rancunier de ça, j'ai pas de rancune de ça, mais pour moi, ça n'a rien, point. Mais t'as encore une amertume un peu? Non. OK. Non, je vais te dire, écoute, la dernière fois que j'ai mis des pieds sur une piste de course, ça fait 3-4 ans. Je suis allé à Montmagny. J'ai payé mon entrée, pour que tout le monde le sache. Puis, à milieu de la soirée, je n'étais plus capable, je suis parti. Parce qu'il y a des choses qui se passaient là qui, moi, ne faisaient pas mon affaire. Puis là, j'ai dit qui je suis aujourd'hui. J'ai plus de micro pour l'affirmer que je ne suis pas d'accord avec ce qu'il faisait ou les décisions qu'il prenait. Fait que ça ne me tente pas de me signer avec personne, je suis parti.
Puis la dernière fois que j'ai vraiment vu un dernier programme de course qui valait la peine, c'était à Saint-Eustache. La fermeture de Saint-Eustache en 2019. J'ai jamais remis les pieds après sur une piste de course. Sauf, comme je te dis, une fois à Montmagny, une demi-soirée. Ça fait mal un peu au stock car, ça. Ça fait mal un peu au stock car, la fermeture de Saint-Eustache. Et je partais pour dire quelque chose. Une chance, mon cerveau a réfléchi vite. Il faisait les choses en grande et pour les amateurs à Saint-Eustache. Je vais juste le dire comme ça. Il y avait de belles idées de grandeur, puis aujourd'hui, c'est plus tout. Ben, c'était multifonctionnel aussi à Saint-Eustache. C'est différent. Tu as d'autres pistes de course, je ne parle pas contre personne. Ils essayent de faire des choses, mais s'il y a des limites. Tu sais, à Saint-Eustache, tu peux faire du circuit routier, tu peux faire de l'ovale, tu peux faire de la moto, tu peux faire de l'auto. S'il aurait voulu, l'hiver, il aurait pu faire des courses de motoneige. On a déjà pensé le faire. Il y a bien des choses qui pouvaient se faire là, tellement c'était multifonctionnel. Puis, entre les dernières années, les années qu'Alan était là, Alan, c'était un gars de marketing. C'est ça qu'il faisait dans la vie. Fait que là, il y avait une piste de course. Fait il savait un petit peu comment ça marchait. Il y avait de la vision aussi. Ben, c'est de la vision. C'est un visionnaire. Si NASCAR sont allés le chercher pour le mettre à la présidence de NASCAR Canada, c'est pas pour rien. Là. Non, c'est ça, il y avait la raison. Ils l'ont sorti de la retraite. Puis il n'est pas allé là pour l'argent. Là. Non. Lui, il est allé pour la passion. La passion. Ah oui. Là, pour terminer ça, mon Denis, là, on a parlé tout de la Ah famille. oui, on n'arrête pas de parler. On a parlé de la famille au complet, mais encore, t'as encore une famille. Tu es grand-papa de 2 enfants. 2 petits-enfants. Là. 2 petits-enfants. En fait, 2 directs, puis plus 4 indirects. OK. Parce que les enfants de mon ex, que j'ai élevé une bonne partie de leurs adolescents jusqu'à l'âge adulte, ils ont chacun 2 enfants maintenant aussi. Fait que t'es occupé, ça te tient occupé. Pas tant. Non, pas tant. Ils ont vieilli, c'est correct, c'est moins pire. Non, mais ils ont 8 ans, 10 ans, puis c'est sûr que, écoute, mes 2 mon beau-fils, ma belle-fille, ils demeurent dans la région de Québec, je les vois pas souvent. OK. C'est sûr que le plus vieux Jimmy, on joue au golf l'été assez souvent, on joue dans le même circuit. Mais puis ma fille, je la vois plus souvent, mes petits-enfants, mais ma fille, elle les occupe tellement que les scouts, les fêtes d'amis, les ci, les ça. Puis elle est séparée maintenant, fait que fin de semaine, ils sont là, fin de semaine, ils sont pas là. Fait que je les vois pas régulièrement, mais à l'occasion, puis c'est correct, tu sais. Mais écoute, Denis, moi, la chose que je suis plus content, écoute, c'est justement que ta santé va bien, que les choses, pour toi, ça s'est replacé. Ça, c'est une des plus belles nouvelles que moi j'entends. Je suis heureux, Steve, puis je suis dans la bonne direction. Là, je fais un jeu de mots, là, tu le sais. Oui, parce que tu travailles pour la compagnie de direction. Ben, c'est de Direction 360. Exactement. Ça, c'est à cause des enregistrements gouvernementaux qu'il fallait mettre 360 pour faire pas juste à votre direction. Oui. C'est juste ça. Mais ça fait beau, la direction 360. Ah, ça paraît bien. 360 a été précurseur ici, hein, parce que tout le monde utilise 360. 360, oui. Mais je l'ai écrit dans une publication qu'on a faite cette semaine. C'est probablement la job sans dénigrer ce que j'ai fait ici. C'était pas une job. De toute façon, c'est du bénévolat, c'est pas une job. C'est un trip. C'est l'endroit pour lequel actuellement que je travaille qui est probablement le plus intéressant pour lequel j'ai travaillé dans ma vie à cause de la valeur humaine que les propriétaires amènent aux travailleurs. Ouais. On travaille avec des valeurs humaines absolument extraordinaires, sont extraordinaires. Écoute, il y a 3 ans, il fêtait le 15e anniversaire. On est parti 42 en Jamaïque, payé par la compagnie. Tu sais, ils savent prendre soin des employés et les garder. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai eu des petits challenges là, dans les derniers mois, puis tout ça, rien de majeur, mais prends ton temps, prends le temps qu'il faut, puis jamais perdu une scène. Tu sais, c'est absolument extraordinaire, puis tu as des compagnies dans les firmes d'ingénierie qui cherchent l'ouvrage actuellement, puis qui mettent à pied du monde. Nous, c'est le contraire. On engage parce qu'on a trop d'ouvrages. Fait que je travaille dans une compagnie absolument extraordinaire. On va construire des nouveaux bureaux en plus, là, puis c'est un gros projet. On va probablement doubler les effectifs d'ici 1 an ou 2. Fait que je suis heureux, puis je pense pas à retraite. Fait que le soleil brille chez Denis Lecourt. Ça, il t'attend? Je suis content, oui, il t'attend. Denis, en terminant, moi, je veux te dire, écoute, c'était un honneur de t'avoir eu à 360 Nitro, autant au podcast, mais aussi travailler pour... Parce que ça a augmenté la crédibilité de 360 aussi. Puis j'ai appris beaucoup de toi
Même si je n'ai pas le langage à Denis Legault, moi, je suis encore le langage de Sorel qui parle tout croche. Mais t'étais un bon tire-bouchon. Mais j'ai eu du fun au bout. J'ai appris beaucoup avec toi. Puis c'est pas un hasard de faire le podcast parce que je voulais que les gens... Tu sais, veux pas, on oublie dans la vie, le temps passe vite. Puis je voulais que les gens sachent encore c'est qui Denis Legault, qu'est-ce qu'il a fait pour le sport motorisé. Puis c'est encore un honneur. Puis je te remercie beaucoup, Denis, d'avoir participé au podcast. Hey, merci, Steve. C'est un honneur de venir ici pour moi parce que, tu sais, tu parlais de reconnaissance tantôt. Ben pour moi, ça, c'est de la reconnaissance. Puis ça m'a fait plaisir de venir ici, de me déplacer, de me taper le traversier qui est long comme ça se peut pas. Puis, il ne fait pas d'enfer de pont, Denis. Qu'est-ce que je te dis? Je sais pas, là. Puis à chaque fois que je prends le traversier, j'arrive, là, puis là, il n'y a plus de place, puis je suis le prochain embarqué, il n'y a plus de place, je suis obligé d'attendre encore. Puis tu sors le dernier, hein, c'est ça? Je sors le dernier. En tout cas, mais ça, c'est pas grave. Je ris, je suis rendu que j'en ris, parce que ça a toujours été comme ça. Hey, Denis. Hey, merci, mon cher. Merci, mon Denis. Allez, fun. Salut. Plaisir. Si tu as apprécié le podcast, comment je pourrais bien dire ça? Ben, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube, 3sonnetrou.tv. Pourquoi ne pas également nous suivre sur notre page Facebook du 3sonnetrou.tv? T'en veux encore? Tu veux également suivre toute l'actualité sur les courses? Ben, viens visiter notre site web 3sonnetrou.tv et surtout, n'hésite pas à le partager avec tes amis.